Bonjour à tous. Donc Louis et moi avons eu pour mission de vous parler d'ordonnance et de maréchalerie, pour ne pas dire collaboration interprofessionnelle, donc entre vétérinaires et maréchaux ferrants. Donc notre but aujourd'hui est de vous montrer à quel point notre collaboration est nécessaire, pour ne pas dire essentielle, à l'exercice de nos professions, et ça pour de multiples raisons. Je sais pas si ça marche. Notre plan, du coup, sera le suivant, en s'inspirant du thème de la session de cet après-midi. Donc, dans un premier temps, on aura les observations des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Tout simplement, ça sera l'exposition de notre enquête. J'espère que la plupart d'entre vous ont vu passer sur Internet une enquête, un questionnaire en ligne pour savoir un petit peu comment vous ressentiez sur le terrain les relations vétérinaires et maréchaux ferrants. Ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi on est dans une telle situation aujourd'hui. Et Louis vous parlera avec passion de tout ce qui est réglementation, les obligations de chacun, etc. Et ensuite, on fera une petite conclusion avec une observation des problèmes que vous avez pu rencontrer. On se basera beaucoup sur vos témoignages, tout reste anonyme, pas de panique. Et ensuite, on essaiera de trouver des solutions ensemble pour mieux travailler ensemble. Donc l'importance de la maréchalerie et des soins apportés aux pieds dans la médecine vétérinaire équine, c'est plus à prouver. Cependant, la relation véto-maréchaux n'est actuellement pas forcément évidente pour tous, bien qu'elle soit essentielle à la bonne gestion de la santé du pied et bien sûr de tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, en fait, bien avant la fin du XVIIIe, il n'y avait pas vraiment de veto, et c'était le maréchal ferrant qui faisait tous les soins aux chevaux, notamment les soins du pied, mais tous les autres soins également. Et c'est bien après que l'émergence de la médecine vétérinaire est arrivée petit à petit avec les avancées scientifiques, et puis le vétérinaire est venu empiéter sur le terrain du maréchal, et non l'inverse. Et donc ça a créé un petit peu des conflits d'intérêts, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait un seul et même client, donc le cheval et le propriétaire du cheval, et qu'il fallait travailler main dans la main. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas, bien qu'apprécié par les propriétaires des chevaux. On va commencer par vous présenter la définition de nos métiers. On s'est amusé à chercher ça un petit peu sur Internet. Et moi, je vais parler un petit peu au nom des maréchaux. Et Louis avait envie de prendre la casquette de vétérinaire. Donc, il va un petit peu... on a échangé nos casquettes. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un maréchal ferrant ? C'est un maréchal un professionnel, qui est qualifié, spécialisé dans le soin du pied, dans le soin et l'entretien du pied des chevaux. Il prépare, il pose des ferrures classiques, courantes, il s'occupe du parage des pieds, et un petit point, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il assure la préservation du fonctionnement physiologique du pied. Donc c'est grâce à lui qu'un pied fonctionne bien, et le contraire est vrai aussi. Il va confectionner, en accord avec le vétérinaire, des ferrures orthopédiques ou thérapeutiques, appelez ça comme vous voulez, qui sont nécessaires, et il en assure également la pose. Et comme on l'a dit hier beaucoup de fois, il est nécessaire pour exercer cette profession de disposer d'une qualification professionnelle telle que le CAP ou le BTM ou le CTM, peu importe. Je laisse la main à Louis pour la suite. Merci Anne-Charlotte de me laisser la parole et puis de me permettre d'enfiler la casquette de vétérinaire le temps de cette conférence au moins. Donc moi je vais vous parler de la définition réglementaire du coup du vétérinaire. Donc le vétérinaire équin c'est un professionnel de la santé animale spécialisé dans les soins et la médecine des chevaux et autres équidés. Donc on distingue plusieurs spécialités dans la médecine vétérinaire. Équin, le chirurgien, il peut être spécialisé en élevage ou encore la locomotion. Généralement, ces derniers, ils sont très bien informés sur le sujet de la maréchalerie. Et le vétérinaire équin, il a un rôle crucial dans la santé du pied et il doit absolument collaborer avec le maréchal ferrant. Donc pour exercer ce métier, le vétérinaire équin doit avoir une formation universitaire en médecine vétérinaire et être inscrit à l'Ordre national des vétérinaires. Et c'est une profession qui est très réglementée. Attends. Désolée, je me suis trompée de sens. Oui, ça marche pas. Ouais, tu me l'avais en bas. C'est bon. Voilà, donc plantons
voilà, plantons un petit peu le décor. Donc, pour comprendre un petit peu les réalités du terrain, il faut déjà faire quelques rappels simples, notamment au sujet de l'article L243-3 du Code rural, qui explique et qui résume que tous les actes de maraîchage sont des actes de médecine vétérinaire, et la loi autorise les vétérinaires et les maréchaux diplômés à réaliser ces actes. Donc je rappelle qu'un technicien non titulaire du diplôme de maréchal ferrant qui réaliserait des actes de maréchalerie se rendrait donc coupable d'exercice illégal de la profession et engagerait du coup sa responsabilité civile. C'est grâce à cet article et à cette loi que l'UFM a gagné en cour de cassation ce 7 octobre. Là. Donc on va commencer par les observations des difficultés rencontrées sur le terrain en vous présentant notre petit sondage, l'enquête en ligne. Donc pour réaliser la conférence de ce jour, avec Anne-Charlotte, on s'est appuyé sur nos recherches, les réalités rencontrées sur le terrain et sur un sondage, du coup, comme Anne-Charlotte vous a déjà précisé, un sondage qu'on a publié sur Internet et sur nos réseaux relativement étendus. Voilà. On a mis aussi quelques commentaires un petit peu croustillants tout au long du PowerPoint, donc vous pouvez vous amuser à les lire. Donc juste pour expliquer un petit peu, on avait environ 200 répondants, donc merci à tous ceux qui ont participé à l'enquête. Il y avait beaucoup plus de maréchaux qui étaient motivés que de vétérinaires. On avait à peu près 70% de maréchaux ferrants qui ont répondu et 30% de vétérinaires. Et au niveau du nombre d'années d'expérience, c'était assez bien réparti. Du coup, c'est le camembert que vous pouvez voir, avec surtout des personnes qui avaient entre 10 et 20 années d'expérience. On s'est intéressé un petit peu aux relations interprofessionnelles, de savoir comment elles étaient perçues par chacun. Et on a demandé aux vétos et aux maréchaux comment ils percevaient les relations avec la profession, enfin pas opposée, complémentaire, on va dire. Bon, déjà, il y a des relations, ça c'est le bon point, elles existent. Bien. Et en plus, elles sont plutôt bonnes. Il y a environ 50 à 60% des cas qui ont répondu à avoir de bonnes relations avec le maréchal ou le vétérinaire, et parfois même excellentes pour 20 à 30% des cas. C'est assez prometteur. Et si l'on regarde le point de vue des maréchaux ferrants, on leur a demandé s'ils travaillaient régulièrement avec des vétérinaires. La réponse est oui pour 92,4% des cas, donc c'est beaucoup. Il y a 80% des maréchaux qui travaillent avec d'autres maréchaux ferrants aussi, donc ils n'ont pas de problème pour échanger entre eux a priori. 15% travaillent avec des podologues et 75% travaillent avec des ostéopathes, ce qui est très bien également. On leur a demandé aussi s'ils aimeraient être un peu plus consultés ou informés lorsque le vétérinaire traitant va voir un cheval de leur clientèle pour de la locomotion, bien sûr, pour des problèmes de pied, etc. Et donc 9 maréchaux sur 10 aimeraient être informés qu'il y a une consultation en cours pour un des chevaux de leur clientèle. Ensuite, il y a 40% des maréchaux qui appréhendent la communication avec le vétérinaire, donc peut-être une peur de manque de légitimité ou de pas les comprendre, ça c'est possible aussi. 40% ne sont pas consultés pour l'établissement d'une ordonnance cohérente et adaptée au cheval et à son environnement. Donc souvent, pour 4 maréchaux sur 10, ils reçoivent l'ordonnance et ils n'ont pas leur mot à dire. Ensuite, 83% aimeraient avoir plus de crédit accordé dans la réflexion commune vétérinaire-maréchaux, c'est-à-dire avoir le même poids que le vétérinaire dans la prise de décision d'une mise en place d'une ferrure ou d'un tel ou tel parage. Et 60% vont à l'encontre de l'ordonnance quand ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ne cherchent pas à discuter avec le vétérinaire ou le vétérinaire n'est pas accessible. Et puis, du coup, ils font comme ils pensent. Et ensuite, 14% n'osent rien dire et suivent la prescription à la lettre. Donc, ils sont de simples exécutants par peur ou par manque de communication avec le vétérinaire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je vous ai mis juste un petit témoignage d'un vétérinaire qui disait « Nous devrions toujours être en faveur d'un échange et soutien entre professionnels du cheval en laissant notre ego de côté, parce que bien souvent ce sont des problèmes d'ego, n'est-ce pas? Chaque intervenant devrait respecter la vie et l'apport des connaissances de chacun, et nous devrions faire preuve de confraternité afin d'apprendre ensemble, travailler sereinement en équipe et fournir des soins les plus appropriés. » Signé un veto. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Donc chaque vétérinaire a le droit de prescrire une ordonnance concernant la ferrure d'un cheval. Donc à ce titre, un veto chien et chat, par exemple, pourrait vous prescrire une ordonnance concernant un cheval. La plupart des vétos équins prescrivent des ordonnances.
10% des vétos laissent transmettre l'ordonnance par le propriétaire. Donc ça, c'est pas très bien parce qu'il y a forcément une déformation. 3% des vétos utilisent des logiciels de type hypotypose, mais il en existe d'autres. Ça, c'est plutôt bien, ça devrait être mis en avant. Faut-il encore que le maréchal ait le même logiciel que le veto? Et 7% des vétérinaires n'établissent pas d'ordonnance. Et donc, du coup, on peut conclure que 80% des vétérinaires préfèrent parler de l'ordonnance directement avec le maréchal, sans aller forcément demander son avis, mais préfèrent en tout cas en parler de vive voix. C'est bien. Et donc c'est ce qui est confirmé ici sur le diagramme de droite. On avait demandé aux vétérinaires comment ils considéraient le maréchal Ferrand dans la prescription d'une ordonnance, et quasiment à 100%, tout le monde a répondu à un coéquipier. Hein. Il y en a un qui a dit non. Il y en a un qui a dit non. On vous a mis quelques commentaires de vétérinaires. À mon sens, le vétérinaire doit intervenir comme consultant et le maréchal comme technicien. De plus, le maréchal Ferrand voit et inspecte beaucoup plus de pieds qu'un vétérinaire. Les deux points de vue se complètent. Les maréchaux, par exemple, ce sont les maréchaux, par exemple, j'ai bien aimé celle-là, ce sont les maréchaux, par exemple, qui sauvent mes fourbus et pas mes drogues. Et le dernier, c'est bel et bien un maréchal Ferrand qui l'a marqué. Les maréchaux ne sont que les mains de Dieu. J'en étais sûr que ça allait vous faire sourire. Pardon, c'est à moi. On a regardé un petit peu aussi la perception des ordonnances par les maréchaux ferrants, et je vous ai mis juste les témoignages qui ressortaient le plus souvent. Le premier, un petit coup de fil du veto avant la prescription serait parfois judicieux afin de savoir si sa prescription est faisable selon les pieds, les conditions de vie et du travail du cheval. C'est vrai qu'à l'école vétérinaire, en tout cas, on n'est pas forcément formé à réfléchir à tous ces problèmes d'environnement. Quand on parle la même langue avec le même but et les formations proposées pour nous aider à collaborer, c'est juste génial, sinon c'est chiant et alimentaire. C'est pas faux. Les ordonnances sont souvent faites de manière mécanique, telle pathologie égale tel ferrage, et c'est vrai malheureusement. La réalité du terrain n'est pas prise en compte, conditions de vie, particularités du cheval, etc. Ensuite, ouais, vas-y, j'ose pas le dire. Simplement qu'ils donnent leur avis et leur choix de ferrage, mais pas cette marque de fer. Et généralement, c'est quand même souvent qu'on nous prescrit non pas un type de fer, mais un fer. Ouais, celle-là, ça va, je peux le dire. Celle-là, ça va. Bien souvent, le parage va être bien plus important avec une ferrure bien équilibrée basique qu'un fer orthopédique handicapant. Donc, juste pour faire simple, il faut déjà maîtriser tout ce qui est la base, la simplicité, le parage de base, une ferrure de base, ça sera bien mieux qu'un mauvais fer orthopédique. Donc ici, c'est le témoignage d'un ancien maréchal Ferrand qui ne devrait pas tarder à prendre sa retraite. Il est peut-être dans la salle. C'est peut-être Denis. C'était peut-être Denis. Et qui nous disait que de plus en plus de personnes gravitent autour du cheval et qu'il n'est pas rare de recevoir des prescriptions venant d'un ostéopathe ou de conseils venant de communicateurs rebouteux et autres magiciens. Donc par pitié, restons les pieds sur terre et n'oublions pas que nous mangeons tous dans la même soupière. Un peu de confraternité entre les différentes professions qui gravitent autour du cheval serait le bienvenu. Et comment parler de la relation qui nous unit sans commencer par la base qui n'est qu'autre que la formation de chacun. Donc nous vous révélerons les résultats de notre sondage concernant les formations respectives, les connaissances apprises au sein des formations et l'homogénéité de la formation en France. Nous finirons par les besoins perçus en formation et spécialisation supplémentaires. Donc, concernant les examens, à la question faudrait-il faire valider le diplôme des maréchaux ferrants par une commission vétérinaire, de la même manière que pour les dentistes, les 50% des vétérinaires y sont favorables. Donc, certains vétérinaires pensent qu'une formation de base est nécessaire pour tous les professionnels du pied du cheval, incluant un niveau de parage, et qu'ensuite il faudrait créer des paliers de niveau diplômant supplémentaires. Mon avis personnel sur la question, après réflexion, est le suivant.
Pourquoi pas créer un diplôme de niveau 3 basé sur le parage, afin d'intégrer aussi la majorité de la profession, y compris les pareurs et podologues. J'ai pris quelques exemples. J'ai sais que j'aime pas le terme. J'ai pris quelques exemples de commentaires tirés dans ce questionnaire à vous transmettre au moment des questions, si vous voulez bien. Il y a quelques petits commentaires, mais on va passer à la diapositive suivante. Donc, la réponse des maréchaux ferrants au sujet de la validation du diplôme par des vétérinaires, c'est un peu plus mitigé, mais 60% des maréchaux sont contre et 40% des maréchaux sont pour. Il y a un maréchal qui disait qu'il y a 30 ans, il avait passé son CAP, la théorie de son CAP devant un vétérinaire, et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus vraiment de théorie pour lui, plus de notes éliminatoires, et que ça ne semblait pas aller dans le bon sens. Je rapporte juste des propos. Ensuite, on a demandé aux maréchaux ferrants si, selon eux, il fallait revoir l'organisation de la formation, donc tout ce que tu disais, Louis, et intégrer des paliers spécialités comme le parage, la ferro-orthopédique, pourquoi pas la posture, etc. Et donc, la réponse est oui pour 78% des maréchaux, voire 79%. Un palier parage permettrait d'intégrer les partisans du pied nu et rendrait l'activité légale. Bon, aujourd'hui, on n'est plus trop embêté par le problème par rapport à l'arrêté du 7 octobre dernier. Et ensuite, on a les formations, différents niveaux avec différentes responsabilités, avec notamment l'interdiction de s'installer après juste le CAP, ça s'est ressorti vraiment plusieurs fois dans de nombreux témoignages, mais une autorisation de travailler comme ouvrier, par exemple, ou sous la responsabilité d'un patron qui a, lui, le BTM ou le CTM, ou voilà, a discuté pour tout ça. Et donc, on aurait 3 niveaux, ouvrier, maréchal, et pourquoi pas un niveau au-dessus avec, comme ça a été soulevé hier, de la recherche, du développement. Ça pourrait être intéressant. Donc nous avons posé la question à des vétérinaires, la façon dont ils évaluaient leur connaissance en maréchalerie, et elle était bonne pour un quart d'entre eux, à approfondir pour 60% d'entre eux, et assez mauvaise pour 13% d'entre eux. 90% des vétos souhaitent se former plus à la maréchalerie, mais beaucoup d'entre eux ne savent pas où se former en maréchalerie, faute d'informations, ou pire, ils ne savent même pas qu'un tel événement existe. La preuve, dans la salle, la plupart des gens que je vois autour de moi sont maréchaux. La moitié d'entre eux ne se forment pas faute de temps, et l'autre moitié ne se forment pas car ils ne savent pas où se former. Est-ce que les vétérinaires de la salle peuvent lever la main? Les vétérinaires, Lénie. Voilà. Et ça prouve donc qu'il y a quand même une majorité de maréchaux qui s'intéressent vraiment de plus en plus à la maréchalerie en profondeur. Donc à la question, considérez-vous que les connaissances acquises au sein des écoles nationales de vétérinaires sont-elles suffisantes pour l'installation? 9 vétérinaires sur 10 ont répondu non. Donc, rassurez-vous, chers vétérinaires, car en maréchalerie aussi, les connaissances acquises à l'école ne sont pas forcément suffisantes pour une bonne installation. Mais sachez aussi, chers vétérinaires, qu'il existe des formations en maréchalerie qui sont accessibles, comme par exemple l'AVEPA, qui est une formation en binôme. Ensuite, concernant donc, la formation des maréchaux, vue par les maréchaux cette fois-ci, donc ce que tu viens de dire, en fait, tu as vendu la mèche. Hein. Considérez-vous que les connaissances en maréchalerie apprises à l'école soient complètes et suffisantes pour exercer en autonomie après un CAP? 71% des maréchaux pensent que non. Il y en a 17% qui disent que ça dépend de l'école, donc un problème d'homogénéité, et puis pas beaucoup de oui, quoi, en général. Ensuite, la formation toujours vue par les maréchaux ferrants, considérez-vous que les connaissances acquises soient homogènes? On vient de le voir un petit peu dans les commentaires précédents, entre toutes les écoles de maréchalerie, donc 75% des maréchaux pensent que non. Et il y a seulement même pas 1% qui pensent que oui. Dans les nombreux commentaires, on a eu une question qui a été soulevée par rapport aux moyens financiers de chaque école qui sont assez inégaux. Et du coup, il se posait la question de savoir est-ce qu'il y avait trop d'écoles et donc des classes avec trop peu d'effectifs. Est-ce qu'il fallait réduire le nombre d'écoles pour avoir plus d'effectifs, plus d'argent et une meilleure qualité de formation? C'est une question soulevée. On va passer à la deuxième partie, compréhension, avec la passion de Louis, le point réglementation.
On va essayer quand même de faire bref parce qu'on a fait très vite hier déjà aussi. Oui. Enfin très vite, non pas très vite. Donc, comme Anchad vient de vous préciser, c'est ma partie préférée. Comme vous le savez, je suis ni juriste ni spécialiste en droit équin, mais nous avons eu les précisions de Patricia hier à l'occasion de la table ronde. Donc, si vous avez des questions d'ordre juridique, je vous prie de vous adresser à elle directement. Donc, pour la partie maréchalerie, c'est relativement rapide. Le code rural stipule, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que la maréchalerie est un acte vétérinaire. Et le code de l'artisanat nous dit qu'au même titre que les coiffeurs, le diplôme est obligatoire à l'installation. C'est tout ce qui concerne la réglementation pour notre métier de maréchal ferrant. Alors, pour la partie vétérinaire, elle est davantage réglementée. Elle répond à l'Ordre national des vétérinaires, le code de déontologie, le code de l'environnement, le code de la santé publique, le code rural de la pêche, le code civil, le code pénal, le code des courses de galop. Donc en fait, on a affaire à deux professions qui sont foncièrement différentes d'un point de vue réglementaire. On a une profession qui est très très réglementée, avec beaucoup de responsabilités, et une autre profession qui l'est nettement moins. Donc si on mettait un petit peu d'ordre là-dedans. Donc cette diapositive nous donne quelques chiffres au sujet de l'Ordre national des vétérinaires. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, car nous en avons déjà appris nous avons déjà appris plein de choses hier lors de la table ronde. Je rappelle juste que l'adhésion à l'ordre est payante et obligatoire pour tous les vétérinaires qui pratiquent sur le terrain, et ces cotisations permettent à l'organisme de faire aussi avancer les choses. Elle est garante du respect de la déontologie et de la régulation de la profession. Elle a plusieurs missions. Je vais m'attarder un petit peu sur le code de déontologie. C'est un texte réglementaire très spécifique à l'Ordre national des vétérinaires. C'est un petit peu la Bible des vétérinaires. C'est 16 pages de réglementation que j'ai lues, et j'en ai extrait quelques articles qui pourraient faire réfléchir certainement ma profession. Je vais vous citer les 3 derniers articles que vous pouvez voir sur les tableaux. Le 242-39 qui concerne la confraternité, il interdit le dénigrement entre vétérinaires. Alors ça ne se passe pas forcément comme ça sur le terrain, mais par contre c'est écrit. Le 242-49, lui, il encadre la rémunération. Toute pratique tendant à abaisser le montant des factures dans le but de concurrence est interdite. Et ça, ce serait aussi intéressant de pouvoir en tirer des conclusions intéressantes. Néanmoins, le code de déontologie régit aussi les devoirs et obligations des vétérinaires, notamment le dernier article, le 242-61, qui régit le service des gardes obligatoires pour nos amis les vétérinaires. Merci Louis. Toujours dans notre petit sondage, on a demandé donc aux vétérinaires et aux maréchaux s'il fallait créer un ordre des maréchaux en France. On en a beaucoup discuté hier, donc juste pour dire que globalement les gens sont plutôt favorables, à la fois chez les vétérinaires et chez les maréchaux. C'est les mêmes chiffres à peu près que Lucille hier. Nous on était à 80% de maréchaux qui étaient favorables, mais pareil les mêmes problèmes étaient soulevés, notamment la peur de perte de liberté dans l'exercice. Les gens étaient plutôt pour l'harmonisation des connaissances, le besoin de cadrer la profession. Et beaucoup de gens ont soulevé le fait qu'il y avait déjà le syndicat, l'UFM qui est en pleine rénovation et en train de progresser. Et puis, il y a aussi eu l'idée du fait que la profession de maréchal ferrant ait, on va dire, une autorisation de l'exercice de la profession de vétérinaire, de raccorder les maréchaux ferrants à l'ordre des vétérinaires. Donc pour rappeler rapidement les obligations de chacun, c'est relativement les mêmes. En fait, pour s'installer, un vétérinaire ou un maréchal ferrant doit être titulaire du diplôme, il doit souscrire à une assurance de responsabilité civile et être inscrit soit à l'Ordre national des vétérinaires pour les vétérinaires, soit être inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour les maréchaux. Je précise juste que le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas pour les vétérinaires. C'est interdit. C'est interdit. Pardon. Et au niveau des obligations de chacun, on a tous une obligation de moyens.
Pour faire court, ça veut dire qu'il faut faire toujours du mieux que vous pouvez et on ne pourra pas vous le reprocher si le résultat n'est pas escompté. Voilà, tant que vous faites du mieux que vous pouvez, vous vous protégez. On a quand même, je te rappelle, une obligation de sécurité de l'animal qui est très importante. On est responsable à partir du moment où on met le licol, en fait. C'est le deuxième tiré, sécurité de l'animal. Oui. On a une obligation de moyens pour le travail, mais une obligation de résultat pour la garde de l'animal. C'est-à-dire quand on va le chercher au boss, quand on l'amène au ferrage, tranquille et sous notre responsabilité, on a une obligation de résultat. Et la grosse différence, on va peut-être pas développer ça parce que ça peut être long. Et j'avais une petite question. Est-ce que le code rural a changé au niveau des conditions à l'installation? Parce que les conditions, au début en tout cas, c'était des conditions à l'exercice du métier et non pas à l'installation. C'est fait une grosse différence. Ça veut dire qu'il y a un exemple, par exemple, à La Morlaix, à côté de Chantilly, qui est très, très célèbre, dans la région en tout cas. C'est une entreprise de maréchalerie qui est tenue et qui appartient à une femme qui n'a jamais touché à un cheval de sa vie, mais qui emploie des maréchaux ferrants qualifiés pour ferrer les chevaux. Donc, est-ce que il y a eu un changement ou pas? Merci Denis. Bon, j'avais bien précisé que toutes les questions d'ordre juridique, il fallait les poser à Patricia. Allô Patricia, où es-tu? Je plaisante. En effet, ça doit pouvoir se faire si l'ouvrier en question est titulaire du diplôme. En effet. Mais dans l'autre sens, c'est également vrai. Tout à fait. Dans l'autre sens, c'est également vrai. Tout à fait, parce que quelqu'un qui a une entreprise, qui est diplômé, qui a une entreprise de maréchalerie, peut très bien employer quelqu'un qui n'est pas du tout diplômé, le faire travailler. Oui. Donc le texte est très ambigu. Et ce qui n'est pas vrai pour les vétos. Oui, donc ce petit article nous explique en fait que lorsqu'un veto commet un acte interdit ou laisse commettre un acte interdit, il est responsable pénalement, personnellement, si vous voulez. On va arriver à la conclusion, encore un petit peu de courage avec la restitution, donc juste parler des bilans, des problèmes rencontrés, et puis essayer de vous proposer des solutions, et j'espère qu'on aura un peu de temps pour en discuter ensemble et voir comment on peut évoluer. Alors au niveau des bilans des problèmes rencontrés, sur le point relations interprofessionnelles, globalement c'est très positif, les relations sont plutôt bonnes, voire excellentes, mais ponctuellement hétérogènes selon l'endroit où vous exercez en France. Parfois il y a un manque de vétérinaires, un manque de maréchaux ferrants, et les pratiques sont différentes selon les activités de chevaux de sport, chevaux de course, etc., chevaux de loisirs. Au niveau des ordonnances, les pratiques sont plutôt variées entre vétérinaires. Chaque vétérinaire a un petit peu ses petites manies. Il y a certains maréchaux qui arrivent à reconnaître le vétérinaire en recevant l'ordonnance, même s'il n'y a pas le nom dessus. Il y a un besoin d'harmonisation du coup de ces ordonnances, essayer de se mettre d'accord sur un modèle, sur les mots qu'on utilise, le lexique. Et puis au niveau de la formation, il y a une forte demande de modules communs. Les gens ont globalement envie d'apprendre ensemble et d'avoir des formations, comme l'avait pas encore une fois. Il faudrait créer plus de formations comme celle-ci et une meilleure homogénéité entre les écoles. Et donc juste 2 petits témoignages. Parfois le dialogue est difficile parce qu'on ne parle pas le même langage. On en revient à ce problème-là. Et puis un problème qui était soulevé, mais du coup ne sera plus d'actualité, la période difficile pour les maréchaux avec l'arrivée d'un grand nombre de podologues soi-disant spécialisés pieds nus. Voilà, c'est une affaire ancienne. Donc beaucoup de solutions peuvent nous aider à mieux travailler ensemble, favoriser le croisement de nos cursus scolaires, comme nous avons pu le constater ici grâce à l'Equijunior. Et encore faire des formations communes en binôme, comme j'ai pu le faire à l'Académie VEPA, ou bien créer des ordonnances claires en format numérique, pourquoi pas. Cependant, j'encourage toute la profession à faire un effort d'explication de travail à la clientèle, car en expliquant ce que vous faites, je pense que vous valorisez votre travail et du coup, vous valorisez aussi notre métier. Et si vous voulez être entendu, écouté, respecté, il faut communiquer. Communiquer avec vos confrères, communiquer avec les clients, communiquer avec les vétérinaires. Et du coup, s'il y a vraiment une chose à retenir
sur cette diapositive, c'est vraiment d'avoir un langage commun. Parler la même langue, je pense que c'est assurer une meilleure écoute, une meilleure compréhension, et c'est instaurer un dialogue aussi plus facile et plus structuré avec les professionnels qui gravitent autour et pour le bien-être du cheval. Et je pense que c'est la clé de la réussite d'une bonne communication interprofessionnelle. Voilà, alors pour conclure, là c'est mon petit témoignage à moi, je vais essayer de faire vite. Donc ce qui ressort du questionnaire, c'est que l'on a tous envie que ça évolue. Nous sommes tous dans le même bateau, malmenés par la houle des exigences des propriétaires, des idées diffusées sur les réseaux sociaux, des comparaisons de nos résultats, de l'importance de l'esthétisme, et j'en passe. Nous avons des métiers magnifiques, 2 métiers d'art, n'est-ce pas? Sous le mot « art », n'oublions pas la subjectivité de nos activités. Tout ne peut pas être calculé, objectivé ou même théorisé. Gardons notre sens clinique, gardons notre œil d'artisan, sans jamais cesser de se remettre en question et d'ouvrir nos esprits à d'autres manières de voir, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières d'agir, car il n'y a probablement pas une technique, pas une solution. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être autant que chacun de nous présent dans cette salle. Et chacun de nous peut faire avancer nos métiers. Alors apprenons ensemble, avançons ensemble dans un seul et même but, le bien-être du cheval dans un monde qui ne va pas toujours dans son sens. Merci beaucoup. Merci.